Bonjour, je m'appelle Yves Psalti, je viens de Bruxelles, et toi? Moi, c'est Yvon Dallaire, je vis à Québec et Yves et moi avons mis sur pied une association belgo-québécoise pour une formation en psychosexologie appliquée. fpsp.eu. Exactement. Bon, aujourd'hui, cher Yvon, on va parler de l'infidélité, mais on ne dit plus chez nous de l'infidélité, on dit REC, c'est-à-dire la relation extra-conjugale. Mais n'empêche, ici, pour faciliter, on va quand même parler de l'infidélité pour ne pas dire chaque fois relation extra-conjugale, ce qui fait un peu long. Antérieurement, on parlait aussi d'aventure extra-conjugale, on parlait aussi d'adultère. Donc ce sont des mots forts qu'on n'utilise plus au jour d'aujourd'hui. L'adultère, ça faisait péché. Voilà, c'est pas, oui, c'est connotation un peu trop religieuse là-dedans. Donc maintenant on dit REC, mais on va parler ici plutôt d'infidélité. Et de fidélité. Et de fidélité. Déjà commençons par la fidélité. La fidélité c'est quoi? Le mot fidélité vient en français du latin fides, qui veut dire foi, c'est-à-dire foi à l'autre. Alors la question que je pose depuis un bon bout de temps à mes patients quand ils viennent chez moi, une question à laquelle ils ne sont pas du tout attendus. Chaque fois que je pose cette question, là, ils se disent « Mais c'est quoi ça comme question ?» Tu sais quoi que je pose comme question? J'ai bien hâte de le savoir. Pourquoi, monsieur ou madame, vous êtes fidèle? Alors, quand on dit pourquoi vous êtes infidèle, les gens ils savent qu'on va leur poser cette question, mais quand on pose cette question, pourquoi vous êtes fidèle, ils sont un peu interloqués, ils se demandent qu'est-ce que c'est que ça comme question. Alors moi j'écris des réponses, et je t'assure j'ai des réponses qui vont, donc c'est une échelle évidemment de réponses, je vais te dire donc une partie de l'échelle, entre guillemets, la bonne réponse, genre de dire la fidélité, c'est parce que je suis fidèle à moi-même que je suis fidèle à l'autre, c'est une valeur importante pour moi et pour mon couple, moi je n'ai pas envie qu'on me fasse ça, donc d'être infidèle, donc c'est pour ça moi je reste fidèle. Ça c'est une des réponses. Alors il y a plusieurs échelles dans les réponses, et celle qui est tout à fait à droite, je vais te le dire. Je demande à une femme pourquoi vous êtes madame encore fidèle. La réponse, j'ai trouvé encore personne. Je suis en attente. Donc vous voyez, il y a plusieurs façons de répondre. Donc c'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit si bien. C'est l'occasion qui fait le larron. Ah, l'occasion. Alors d'après ce que tu me dis, ce que moi je comprends, c'est que la fidélité finalement c'est une décision. D'abord, est-ce que c'est donc la question, est-ce que c'est le choix de la personne? Est-ce que c'est par raisonnement, ou bien c'est parce qu'il est obligé? Donc parce que si moi je le fais, l'autre va le faire, tout ça. Donc c'est plus ou moins ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ou parce que j'ai peur de me faire prendre? Ou bien parce que oui. Non, pour moi, fondamentalement, la fidélité, tout comme l'amour d'ailleurs, pas la passion, mais l'amour, c'est une décision que je prends de façon la plus raisonnable possible, de façon la plus intelligente possible, après avoir évalué les pour et les contre. Donc, pour moi, c'est vraiment la fidélité, une question de décision, et non pas une absence de tentation. Il y a tellement de belles femmes autour de nous, et pour des femmes, évidemment, il y a tellement de beaux hommes autour d'elles, que... et en plus, notre nature humaine, on sait très bien qu'elle est polygame, elle n'est pas monogame. C'est l'humain qui a décidé, à un moment donné, de mettre la fidélité comme une valeur. Et effectivement, 95% des gens, lorsqu'on leur pose la question, est-ce que pour vous la fidélité c'est important ou très important pour la réussite d'un couple, 95% des gens nous disent que oui. On verra tantôt combien il y a quand même de couples qui sont infidèles, mais 95% lors d'une première question, oui, c'est important ou très important la fidélité pour la réussite d'un couple. Alors, il y a une question que les patients me posent souvent. Où se termine la fidélité? Genre, où commence l'infidélité? Mais ça dépend d'une personne à une autre. Comment la personne voit elle-même et comment on voit pour l'autre. Parce que n'oublie pas, on est des humains et la partie la plus catastrophique des humains, on est tous deux poids deux mesures. Moi, je peux
toi tu ne peux pas. Je ne sais pas moi, par exemple, prenons l'exemple de notre ami Bill, qui a un peu fait des taches sur la robe de la chaîne. On ne parle pas de noms, qui a fait des taches sur la robe de Monica. Il a mis la main sur la Bible en disant, moi je n'ai pas été infidèle. D'ailleurs, il faut demander à Hilary, elle, qu'est-ce qu'elle en pense. Hein? Donc, lui, il n'a pas été infidèle, mais peut-être Hilary va penser autrement. En fait, on peut mettre ça sur une échelle, donc genre d'échelle, et le couple, à mon avis, au début du couple, ils doivent décider où commence l'infidélité, et ils doivent être d'accord, où commence l'infidélité. Je prends par exemple, pour l'infidélité, j'ai pensé à quelqu'un d'autre, ou bien j'ai chatté avec quelqu'un d'autre, ou bien j'ai rencontré quelqu'un d'autre, on a pris un verre, on a été manger, je lui ai tenu la main, en se levant, je l'ai embrassé, puis on a été dans un hôtel, ou bien dans la voiture, on s'est retrouvé tout nu devant, mais on n'a pas fait grand-chose, ou bien on est passé à l'attaque, donc on a fait orogénital, ou bien encore on a fait un peu plus loin, on a été un peu plus loin, et il y a eu pénétration, où commence? Parce que je me rappelle un jour d'un patient qui me dit, moi j'ai pas été infidèle. Je dis, monsieur, vous foutez de ma gueule ou quoi? Avec ce que vous m'avez raconté, vous me dites que vous n'avez pas été infidèle. Oui, mais il dit, oui, mais docteur, il y a eu pénétration, mais j'avais des préservatifs. Donc il n'y a pas eu contact des humeurs, des muqueuses. Les muqueuses n'ont pas été en contact. Alors je lui ai dit, tu sais qu'est-ce que j'ai dit? Monsieur, je vous adore. Quelle clairvoyance, vous êtes vraiment quelqu'un de super, vous êtes quelqu'un de moderne, beaucoup de tolérance. Donc, monsieur, vous êtes en train de me dire que si un jour, votre femme vient, elle vous dit, mais mon chéri, c'est pas grave, il y avait des préservatifs, vous allez donner la bénédiction. Il fait comme ça, j'ai jamais dit ça, il dit. Donc, de prendre des mesures. Et moi, je peux, elle ne peut pas. Dans tout ce que tu dis, finalement, tu confirmes que pour des gens, il faut qu'il y ait coït. Pour d'autres, s'il n'y a pas eu coït, il n'y a pas d'infidélité. Voilà. Pour d'autres, les gens, le simple fait de penser, par exemple, je suis en train de faire l'amour avec ma partenaire, et le fait de penser à une autre femme, je serais déjà infidèle. Donc la définition de l'infidélité, elle est très, très, très élastique. Mais qui doivent, à mon avis, ils doivent être d'accord tous les deux. Donc on va leur donner une liste, et tous les deux doivent cocher du même côté de la liste. À partir de ça, la fidélité est terminée et l'infidélité commence. Tu sais très bien comme moi que lorsqu'on est dans la lune de miel, dans la période de séduction, c'est rare qu'on va aborder des sujets tels que la fidélité. On va souvent partir du principe implicite que l'autre partage ma perception de la fidélité ou de l'infidélité. Et c'est là où, effectivement, parfois, là, il y a par la suite confrontation. C'est ça. Donc, tu as d'autres choses à dire sur la fidélité? Que généralement, en tout cas à mon avis, lorsqu'on est heureux quelque part, on n'est pas infidèle. Okay? Souvent, l'infidélité va venir de la non-satisfaction d'un besoin masculin ou féminin légitime, non satisfait à l'intérieur du couple. Dans la majorité des cas, c'est comme ça. Ouais. Mais pour le moment, nous autres en Europe, toi tu es dans les Amériques, moi je suis en Europe, ce n'est pas la même chose. Donc on est en train de voir toute une nouvelle forme d'infidélité où dans le couple de base, par exemple, Michel et Micheline, ça va très très bien, donc il n'y a aucun problème, et disons Michel, ou bien Micheline peut aller voir ailleurs. Alors couple de base, quand je dis couple de base, tout va très très bien, il faut se rendre compte qu'un couple c'est quoi? C'est un pont relationnel. Qui dit pont relationnel, pour qu'il soit solide, il doit reposer sur des piliers. Il y a 3 piliers. Amitié, ça doit être gros comme ça. Sentiment amoureux, ça doit être gros comme ça. Et sexualité, ça doit être comme ça. Je vois encore des couples à l'heure actuelle où les 3 piliers entre Michel et Micheline, ça va très bien. Mais Micheline, elle a un Joseph. Ou bien Michel a une Albertine. Donc d'où le problème. C'est pas dans la majorité des cas, tu as raison. Il y a quelque chose qui manque dans un des 3 piliers qu'on va aller rechercher dans la vie parallèle. Mais à l'heure actuelle, c'est nouveau. Depuis quelques années, du moins en Europe, puisqu'on voyage beaucoup, moi on travaille, toi et moi, ici à Québec, à Bruxelles, à Lausanne, à Lyon, à Paris. Il y a quelques petites différences culturelles. Il y a des différences, on va revenir. On va revenir peut-être justement au niveau de l'infidélité. On n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Nous autres les Européens, vous autres les Américains. Mais n'empêche que, moi à l'heure actuelle, je vois que le couple de base, Michel
les Micheline va assez bien, et ils sont ensemble depuis plusieurs temps, longtemps, et que justement, pour, je sais pas moi, curiosité, ou bien mettre un peu de piment dans la vie, ils peuvent aller voir ailleurs. Mais toi, tu n'es pas... Moi, je suis plutôt d'accord avec un de mes collègues québécois qui a écrit un excellent livre sur l'infidélité, et dont le titre, c'est L'infidélité n'est jamais banale. Même chez les gens qui vont dire que bon, c'est juste du sexe, c'est pas grave, s'il n'y a pas eu de relation affective, de relation amoureuse, s'il n'y a pas eu de suivi, si c'est juste un one night stand, c'est pas grave. Mais même dans ces cas-là, même chez les gens qui se disent très ouverts, très open par rapport à la sexualité, quand on est pris sur le fait, quand je vois par exemple ma partenaire dans les bras d'un autre homme puis qui semble avoir énormément de plaisir, il peut y avoir des répercussions émotives insoupçonnées lorsqu'on en parle de façon théorique. Mais lorsqu'on est dans la pratique, et j'ai eu l'occasion de voir ça à plusieurs reprises à l'intérieur de mon bureau de consultation, des gens qui au départ se disaient très open, très ouverts, mais quand c'est arrivé, c'était un véritable tremblement de terre qui a tout remis le couple en question. Effectivement, donc je suis tout à fait d'accord avec toi, ça dépend de ce qu'on fait. Un one-shot par exemple, c'est... Alors les gens ils vont se dire, oh, ce n'est qu'une histoire de cul. Si c'est un one-shot, mais si c'est un second shot, un third shot, donc on revoit. Alors, donc on a terminé notre activité sexuelle, puis on se dit, viens on va prendre un petit verre, viens on va aller manger ensemble, et quand on va aller manger ensemble, forcément, donc le troisième est là, le troisième pilier, le sexe, quand on va aller manger ensemble, donc il y aura le premier. Donc amitié. Et quand je t'assure que les deux sont là, sexe et amitié, le deuxième pilier, les sentiments amoureux, il est juste au coin là, il revient au galop. De se dire que ça va rester juste une histoire de cul, je n'y crois pas tellement. Moi non plus. Je pense que c'est beaucoup une illusion. Parce que ma façon de dire ça, est-ce que c'est vraiment possible d'avoir une vibration génitale qui ne s'accompagne pas d'une vibration du cœur, vibration émotive, et aussi d'une vibration spirituelle, ce que tu appelles l'amitié, que moi j'appelle l'engagement aussi. Là. Donc pour moi, un couple est basé sur 3 éléments, l'attirance, la pulsion, l'attraction physique et sexuelle, mais aussi sur l'admiration, l'intimité, et finalement l'engagement. Alors, si tous les deux, au départ, on s'engage à rester fidèles, normalement, la fidélité consiste à respecter son choix, même si ça peut être très difficile de résister à certaines tentations. OK. Alors, dans quelle autre circonstance ça peut arriver, ça, des infidélités? Donc, d'abord, il faut voir ce que c'est infidélité. Donc, on va prendre la définition. Donc, pose-moi la question. C'est quoi l'infidélité pour toi? C'est quoi l'infidélité pour moi? C'est quelque chose là qui est souvent considéré comme quelque chose du grand suprême trahison. C'est une rupture de nos valeurs moraux. C'est le pacte social qui va prendre un coup. C'est-à-dire, je me suis engagé à être fidèle à quelqu'un et puis je fais un coup de canif au niveau de contrat. Donc ça peut être aussi considéré comme une trahison pour l'autre. C'est pas toi, quelle est la définition que tu donnerais pour l'infidélité? Pour moi, la fidélité commence par la fidélité à moi-même. Quels sont les engagements que moi je suis prêt à investir dans ce couple-là? Et donc, si je suis fidèle à moi-même, en voulant être exclusif sexuellement, à ce moment-là, cette exclusivité sexuelle-là devient comme une exigence que je vais demander à mon partenaire. Okay? Sauf que pour moi, l'infidélité n'est pas que ce que j'appelle en bas de la ceinture. Elle n'est pas seulement au niveau de la sexualité. Elle peut être aussi au niveau du cœur et au niveau de l'esprit. Exemple, une femme a réussi à séduire son homme et évidemment, il ne faut pas oublier que l'objectif premier de la sexualité, c'est la reproduction. C'est sûr que nous, les humains, on en fait une fonction érotique, une fonction de plaisir, une fonction d'échange. Et d'hédonisme. Oui, mais la première fonction de la sexualité, c'est la reproduction. Alors, il y a des femmes qui, dès qu'elles sont devenues mères, une fois ou 2 fois, délaissent leur amant pour se consacrer davantage à leur fonction maternelle. Alors, pour moi, ça, c'est une infidélité affective, c'est une infidélité spirituelle. À l'inverse, des hommes qui réussissent à trouver une partenaire de vie, une partenaire sexuelle, une partenaire de jeu, puis dès qu'il a trouvé sa partenaire, il s'en lave les mains et dit, bon, ben, une bonne chose de faite, maintenant je retourne travailler.
Alors l'homme qui va délaisser son amante pour aller s'investir davantage au détriment de son couple, de son partenariat avec sa partenaire, pour moi aussi, il est infidèle. Donc l'infidélité peut être, oui, en bas de la ceinture strictement sexuelle, est-ce qu'on peut parler d'exclusivité ou de non-exclusivité sexuelle, mais il y a l'exclusivité ou la non-exclusivité aussi au niveau du cœur. Et très souvent, par exemple, chez les femmes, quand la femme apprend que son partenaire l'a trompé sexuellement, la question qu'elle pose très souvent, c'est est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu es devenu amoureux d'elle? Est-ce que tu as créé une relation affective avec elle? Et pour beaucoup de femmes, cette relation affective-là est pire que le rapport strictement génital. La femme, tu dis, elle pose ce genre de questions. Je vais te poser une autre question. Une femme de 40-50 ans. Donc Micheline, elle a 40-50 ans et elle attrape Michel qui a une vie parallèle avec une Albertine. Quelle est sa première question qu'elle va poser? Quelle est la première question que Micheline va poser à Michel? Généralement, c'est est-ce que tu l'aimes? Non. Non? Non, j'ai dit 40-50 ans. 45 ans, allez-y. Albertine, elle a quel âge? C'est vraiment la première question qu'une femme, avant de tu l'aimes, est-ce qu'elle est belle, tout ça, la première question d'une femme de 40 à 50 ans va poser, elle a quel âge? C'est ton expertise. Ça, c'est mon expertise. Bon, ici, on parle de l'infidélité, on a donné la définition à chacun de l'infidélité. Alors, une de mes questions, est-ce que dans l'infertilité, il y a des degrés de dangerosité, de gravité? Tu veux dire dans l'infidélité, là, tu as dit infertilité. Ah, pardon, ça c'est mon ancien métier, ça, infertilité. Donc dans l'infidélité, est-ce qu'il y a des degrés de gravité? Par exemple, Michel et Micheline sont ensemble, donc si je vois leur pilier, amitié c'est un cure-dent, sentiment amoureux c'est un cure-dent, et la sexualité c'est 0, ça fait 5 ans qu'ils n'ont aucun rapport sexuel. Donc Micheline, disons qu'elle a un Joseph, et avec le Joseph, elle a de gros piliers comme ça. Pour moi, évidemment, le couple Michel et Micheline est assez en danger, parce que dans le couple originel Michel et Micheline, il n'y a plus grand chose qui reste, donc elle va aller chercher tous les 3 piliers de l'autre côté. Est-ce que toi, tu vois une certaine gravité, une échelle de gravité? Justement, à ce moment-là, cette infidélité-là devient un symptôme. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est justement l'absence d'amitié, l'absence d'admiration, d'engagement, d'intimité affective, qui amène l'un ou l'autre à aller chercher ailleurs la satisfaction de besoins qui n'est pas satisfait. C'est sûr qu'un one-night stand, surtout si, puis on sait très bien que 50% des infidélités ont lieu avec un partenaire, un collègue de travail, à l'occasion souvent de ce qu'on appelle chez nous un 5 à 7, une fête où tous les employés se rencontrent, il y a de l'alcool. C'est sûr qu'une infidélité de ce genre-là, que la personne infidèle regrette dès le lendemain, c'est moins grave qu'une relation qui est suivie depuis des années. Okay? Ou qui se répète à chaque fois que, par exemple, à chaque fois que j'ai un colloque annuel de psychologue ou de médecin, à chaque fois, ben, je rencontre une collègue et on baise à chaque fois. Là. À ce moment-là, il y a quand même un suivi, une relation. C'est sûr, si c'est juste les organes génitaux qui sont impliqués, ce qui est quand même, à mon avis, est assez difficile à croire parce qu'on ne fonctionne pas. Si c'est une seule fois. C'est moins grave que si c'est une relation suivie avec secret et même plus avec mensonge. Parce que ça arrive des fois que la personne qui est trompée sent qu'il se passe quelque chose et elle pose la question. Est-ce que tu me trompes? Ah non chérie, jamais de la vie, tu sais très bien que c'est toi que j'aime et qu'il n'y a aucune autre femme importante dans ma vie. Revenons au poids de poids de mesure. Donc les hommes avaient tendance, ils ont encore tendance, encore je l'entends souvent, genre de dire moi je peux, je suis un homme, ma femme ne peut pas. Alors quand je dis argumente un peu, ça veut dire quoi toi tu peux et ta femme ne peut pas? Alors la réponse, bah moi je suis un homme, vous savez les hommes sont des chasseurs, on va baiser par-ci par-là et le soir on rentre chez elle. Mais à une femme on ne peut jamais faire confiance. Ça veut dire quoi? À une femme, elle va coucher ailleurs avec quelqu'un, elle va tomber amoureuse et elle va me quitter. Ou elle va tomber amoureuse et va coucher avec quelqu'un. Ou bien elle va tomber amoureuse. Donc, mais de toute façon, c'est la peur de l'abandon. Donc la jalousie
En amont de la jalousie, il y a la peur de l'abandon. En amont de la peur de l'abandon, évidemment, il y a manque de confiance en soi, manque d'estime de soi. Mais lui, il est deux poids, deux mesures. Fondamentalement, moi je peux pas, moi je peux et elle ne peut pas parce qu'elle va se tailler avec le nouveau. Alors les Américains, il y a quelques années de ça, ils ont fait une étude. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que, disons qu'il y a 100 femmes qui ont un amant, quel est le pourcentage de femmes qui va se tailler avec l'amant et laisser le mari? Donc, Micheline va se tailler avec le Joseph et elle va dire bye bye à Michel. Tu connais les résultats? Moi, ce que j'ai comme chiffre, comme résultat d'expérience, c'est que c'est très rare, premièrement, que la personne infidèle va quitter son partenaire pour aller vivre avec son amant, son amante. Et quand ils le font, le taux est moins de 10%, selon mes connaissances. Donc ici, ils ont fait l'étude, c'est 20%. Dans 20% de cas, une femme va quitter, Micheline va quitter Michel pour aller se retrouver avec Joseph. Mais les chiffres sont exactement la même chose. Michel, s'il a une Albertine, donc il va se tailler avec l'Albertine, donc il va vivre avec l'Albertine dans 20%. Donc c'est tout à fait faux de croire que la femme va tout de suite s'amouracher et quitter le mari. C'est faux. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fonctionne? Avec l'amant de l'amante? Ah ben on va reproduire les mêmes erreurs. Parce qu'il y a un déséquilibre relationnel qui fait qu'il y a un espace entre moi et mon partenaire, qui fait que quelqu'un peut s'infiltrer. Donc la relation que j'établis à l'extérieur, elle est basée sur un déséquilibre. Et à ce moment-là, si je quitte mon partenaire et que je vais vivre avec l'autre, là, et tu sais comme moi qu'à lune de miel, ça dure qu'un certain temps, et si la base de la relation avec l'amant-amante était basée sur un déséquilibre relationnel dans un premier couple, on risque fort, après quelques temps, quelques mois, quelques années, tout au plus 2 ans, de se rendre compte que, oups, c'est pas mieux ailleurs qu'ici. L'herbe n'est pas plus verte chez le voisin. Ça, c'est vrai que... Donc, ils vont reproduire exactement les mêmes choses. Revenons à l'infidélité. Pourquoi cela arrive-t-il, Yvon? Quelles sont les raisons que les gens... Ou bien, dans ta pratique, qu'est-ce que tu vois? Quelles sont les causes de l'infidélité? Les raisons pour lesquelles la personne va aller voir ailleurs? Il y a plusieurs catégories de causes. Il peut y avoir des causes, comme je le dis, et je crois que c'est la principale, basées sur un déséquilibre relationnel. Dans tout couple, qu'on le veuille ou non, il y a une espèce de lutte pour le pouvoir entre un besoin de fusion de l'un et de l'autre et un besoin d'autonomie de l'un et de l'autre. Dans beaucoup de cas, tant et aussi longtemps que ce besoin de fusion et d'autonomie est à peu près égal, ça va. Et dans les couples heureux, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Il n'y a pas un des deux qui est plus en demande que l'autre. Les deux sont... Et dans la lune de miel, on fusionne tous les deux. Mais arrive un moment donné où, oups, mon besoin de fusion est satisfait, donc je veux satisfaire mon besoin d'autonomie. Je t'aime, je nous aime, mais j'existe aussi en dehors de toi, je ne veux pas me perdre. Mais la personne dont le besoin de fusion est le plus élevé, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me poursuivre. Et d'ailleurs, il y a un proverbe québécois et belge qui dit « Plus tu me fuis, plus je te poursuis, mais plus tu me poursuis, plus je te fuis. » Alors si moi, je te poursuis, mais tu me fuis, mais qu'au bureau, hop, il y a un collègue de travail, une collègue de travail qui me donne de l'attention, parce que moi, mon besoin de fusion n'est pas satisfait avec mon partenaire. Si mon besoin de fusion n'est pas satisfait, mais que j'ai un collègue de travail qui me regarde avec des yeux doux, avec des yeux pétillants, qui m'admire, qui me valorise, il y a de fortes chances que... Okay? Et même chose pour la personne qui est fuyante, va peut-être trouver avec un collègue de travail ou un voisin, une voisine, une relation où il se sent beaucoup plus libre. Donc, c'est, à mon avis, le déséquilibre relationnel qui est la principale cause de l'infidélité. Et à ce moment-là, l'infidélité n'est pas le problème. L'infidélité, c'est un symptôme d'un déséquilibre. Et c'est pour ça que je présente toujours l'infidélité, moi, comme étant un infarctus conjugal. Dans un véritable infarctus, si... c'est un message que mon corps m'envoie à moi, que mon cœur m'envoie à moi pour dire « Hey, en haut, là, tu ne tiens pas compte de moi, tu es dans des situations trop stressantes, tu ne prends pas le temps de t'aérer, de faire de l'exercice physique, etc. » Donc, si après un infarctus comme tel, physique, je change mon alimentation, je change mes sources de stress, je diminue tout ça, ça se peut que je sois mieux par après. On pourra y revenir tantôt quand on parlera de thérapie de l'infidélité. S'il n'y a pas de changement,
le déséquilibre va continuer de s'agrandir et le couple risque de se séparer. D'ailleurs, la majorité des couples qui découvrent l'infidélité ou qui avouent leur infidélité, au moins 2 couples sur 3 se séparent par la suite. L'autre condition... la cause. Ouais, au niveau des causes. L'autre condition, c'est des conditions circonstancielles. Par exemple, si mon partenaire est atteint d'une maladie qui le rend, pas nécessairement débile, mais Impotent, disons. Qui le rend impotent, qui le rend incapable d'activité sexuelle, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que celui ou celle qui a un partenaire qui n'est plus opérationnel au niveau fonctionnel au niveau de la sexualité, est-ce que je me trouve un partenaire substitut? Est-ce que je me masturbe? Hein? Et pour certaines, la masturbation, c'est aussi une forme d'infidélité. Okay? Bon, si mon partenaire est en prison pendant une période de 2 ans, ou si mon partenaire, parce qu'il travaille comme matelot ou comme militaire, part pendant des mois et des mois, on fait quoi? Okay? Ça, c'est une autre circonstance. Il y a des équilibres relationnels, il y a des situations. Il y a aussi parfois des raisons plus ou moins conscientes, plus ou moins pathologiques, comme, et ça c'est très bien documenté, la femme, par exemple, dont le père a été infidèle et qui a vu sa mère souffrir, quelque part, plus ou moins consciemment, inconsciemment, elle va vouloir faire payer à tous les hommes le fait que son père a fait de la peine à sa mère. Donc elle ne soit pas fidèle à son mari pour faire payer les hommes. Et je ne sais pas si toi tu vois d'autres circonstances, mais pour moi, déséquilibre relationnel, situation occasionnelle et des motifs plus ou moins conscients. Donc ce que moi je vois dans ma pratique, c'est, encore je reviens toujours sur les piliers, amitié, sentiment et sexualité. Dans la majorité des cas, il y a un déséquilibre là-dedans, c'est-à-dire le pilier qui était gros comme ça, il diminue, il devient cure-dent ou bien il devient absent, donc on va aller chercher ça chez l'autre. Mais alors si du point de vue genre, homme et femme, je sépare, alors là je vois autre chose. Quelle est la première raison pour laquelle un homme va aller voir ailleurs? Dans la majorité des cas, quand on fait des études, des vox populi, les hommes et les femmes vont dire ben, c'est parce que monsieur va avoir du sexe. Oui, donc parce qu'il fut une époque, on pensait que ben, l'homme va aller voir ailleurs parce que c'est un chasseur, parce qu'il est polygame, parce qu'il doit aller voir ailleurs pour se prouver qu'encore il peut. C'est sûrement pas ça que je vois en premier. Ça, je le vois en troisième. En premier, ce que moi je vois, pourquoi l'homme va aller voir ailleurs, c'est manque de quantité sexuelle à la maison. La fréquence est trop basse. Et la qualité aussi. Ça, c'est premier. D'abord, premier, c'est quantité. La fréquence. Deuxième, qualité. La qualité ne lui compte. Qualité, ça veut dire qu'il veut certaines petites pratiques, par exemple, que madame n'accepte pas. En général, la première pratique qu'il veut que madame n'accepte pas, c'est la fellation. Et le deuxième, c'est la sodomie, le sexe anal. Et le troisième, c'est les petits jeux sexuels, genre domination, soumission. Donc, il a une partenaire qui n'est pas très active, qui n'est pas très réceptive, encore moins initiatrice. Probablement pas très sexophile non pas, et que lui il est plus sexophile, donc il cherche vraiment la sexualité ludique, qu'on s'amuse, que ce soit gai, que ce soit respirant, que ce soit pimenté, et ici tous les jours, pas tous les jours évidemment, une femme qui n'est pas sexophile ne va sûrement pas accepter les relations tous les jours, donc la sexualité relationnelle pour devoir, ça c'est terminé. Les femmes aujourd'hui disent non quand elles ne veulent pas, les hommes aussi. Oui, pourtant c'est paradoxal, hein, parce que biologiquement parlant, la femme n'a aucune limite à son potentiel sexuel. Oui, mais ça mais justement, la sexualité chez la femme, c'est un potentiel à développer. Donc, pour qu'elle le développe, il faut qu'elle s'active. Qu'elle s'active et qu'elle devienne plus proactive. Alors que nous, les hommes, tu te rappelles, à 14 ans, ça t'est tombé dessus, ça m'est tombé dessus, puis ça ne nous a pas lâché depuis ce temps-là. Non. Okay? Nous, par contre, on a un potentiel limité. Oui. Plus on est jeune, plus on est performant, mais en vieillissant, et tu sais comme moi, on devient moins tyrannisé par la sexualité, oui. moins performant aussi. Ce
qui ne veut pas dire qu'on ne continue pas d'avoir beaucoup de plaisir au niveau de la sexualité. Bien sûr, tant qu'on peut, qu'on a une bonne santé en général, donc une bonne santé sexuelle, donc c'est quelque chose qui va être bonne santé, petite parenthèse, bonne santé sexuelle, ça veut dire des gens qui continuent à avoir toutes les activités sexuelles. Ouais. Il y a 3 types d'activités sexuelles, c'est la sexualité relationnelle, celle que j'ai avec ma partenaire, c'est la sexualité personnelle, et dans la personnelle, c'est masturbation et c'est les fantasmes. Donc, quelqu'un qui a maintenu en général ça va aller chercher, va remplir, si tu veux, son quota. Les hommes, ils pensent plutôt de ce genre-là. Les hommes paradoxalement, ils se mettent dans la tête, c'est même inconscient, ils maintiennent un taux d'éjaculation pendant environ 40 ans, donc de 25 à 65 ans, ils essaient de maintenir un taux d'éjaculation. Donc, chaque homme a une norme qui maintient. Donc, soit il va baiser un coup, soit il va se masturber pour remplir son quota hebdomadaire. Ça, chez les femmes, ça n'existe pas. Pourquoi ça existe, donc, du point de vue biologique? C'est la question que j'allais te poser. Maintenant, pour les femmes, c'est quoi la première raison pour laquelle les femmes peuvent être infidèles? Donc, la première raison pour laquelle la femme peut être infidèle, c'est la première des choses que j'entends chez une femme, c'est « mon mari ne me regarde plus ». Je suis transparent. Dans ses yeux, quand il me regarde, je ne vois pas que je suis désirable. Par contre, le Joseph, quand il me regarde, là, je pétille, je vois ses yeux qui pétillent en me voyant, donc je suis désirable, donc je vais m'offrir à Joseph. Première raison. Donc tu confirmes une gynécologue parisienne qui a écrit un livre, Femme désirée, femme désirante. Désirante. Donc la principale source de stimulation sexuelle d'une femme, c'est de sentir l'intensité de son partenaire, l'intensité du désir sexuel de son partenaire pour elle, parce que ça la confirme comme étant qu'elle est vraiment une femme. Donc je suis tout à fait d'accord avec Daniel Flammenbaum qui a écrit ce livre-là, donc tout à fait d'accord. Deuxième raison, c'est une femme veut vibrer. Donc elle trouve que c'est trop monotone ce qu'elle vit à la maison. La vibration, c'est quoi? La vibration, c'est comme tu as dit, c'est la passion. Ouais. La passion, c'est-à-dire je vis, je vibre et je me sens vivre avec. Donc en allant, une des raisons qu'elle va chercher, la femme, c'est pas le 3e pilier de la sexualité, mais en utilisant la sexualité pour avoir une relation avec un homme, elle veut le 2e pilier, c'est-à-dire les sentiments amoureux, mais le plus élevé en sentiments amoureux. Donc ça, c'est les deux. Alors, les 3e raisons, qui sont plus ou moins la même chose pour les hommes et les femmes, est-ce que je peux séduire, est-ce que je garde mon pouvoir de séduction, de voir si ça marche ou ça ne marche pas. Si je suis encore désirable. Oui. Alors, tant que, donc j'ai donné les 3, il y en a d'autres parce que comme tu as dit, prendre la revanche sur les hommes, ou bien prendre la revanche sur mon partenaire, lui qui a été voir ailleurs, moi je vais aller voir. Parce que j'ai eu ça beaucoup dans mon bureau, pour attirer l'attention de l'autre. Pour attirer l'attention, c'est aussi test. Oui. Il y a comme le couple au début, il est dans la fusion, puis au fur et à mesure qu'ils réalisent leurs rêves, qu'ils ont imaginé pendant cette fusion-là, le fait d'avoir une maison, des enfants, un travail, souvent les 2 amants du début deviennent presque 2 étrangers, 2 colocataires. Et à ce moment-là, un des 2 voudrait plus de fusion, et là, comment est-ce que je pourrais faire pour attirer son attention? Okay. C'est sûr qu'à ce moment-là, pour moi, ça devient ajouter un problème par-dessus un problème. Le problème étant le déséquilibre relationnel, mais la situation étant que je me sens moins importante aux yeux de mon partenaire, j'attire son attention en ayant une aventure extra-conjugale. Parfois ça marche, mais souvent ça ne marche pas. Regarde, on s'est donné maintenant 5-6 raisons pour lesquelles, malgré ces raisons-là, on peut toujours faire marche arrière, de dire je ne vais pas franchir le pas, donc je suis en manque sexuel, je suis en manque de reconnaissance, en manque de désir, je ne vais pas passer. Mais il y a un truc fatal. Là, on passe tout. Donc ça, c'est mon expérience. On passe toujours à l'acte. Tu sais, c'est quoi? Si c'est vraiment un coup de foudre, une passion bilatérale. Là, les gens, même s'ils ont mis la main sur la Bible, je ne vais jamais être infidèle, je t'assure. À moi, ça n'arrivera jamais. Je t'assure, quand ça arrive, mais ça doit être bilatéral, alors toutes les promesses qu'on a faites, tout est oublié. Là, c'est l'émotion, c'est la passion qui prend dessus sur la Voilà, tout, surtout. Bon, elle doit être bilatérale. Okay. Elle a été infidèle, il a été infidèle. Donc Michel a été infidèle, Micheline aussi. Est-ce qu'on devrait avouer notre infidélité? Ah, bonne question. C'est une question que je reçois fréquemment par courriel dans mon bureau. Est-ce que je devrais dire à mon partenaire que j'ai un amant, une amante?
Ma réponse est catégorique, mais vraiment catégorique. Ça c'est une des différences probablement qu'on aura. On n'avoue jamais. Parce que les gens qui vont avouer, c'est parce qu'il a une mauvaise conscience, tout ça. Alors moi, je vais dire aux gens, celui qui a une mauvaise conscience, qui vient me demander, me poser, est-ce que je vais avouer, je vais lui dire, toi, tu sais où tu dois mettre ta mauvaise conscience, là où je passe. Il fallait y penser avant. Je vais aller voir ailleurs, donc Micheline, je vais aller voir Joseph, ou bien Joseph, ou bien Michel, je vais aller voir Albertine. Il fallait penser avant, comment je vais vivre ça, est-ce que j'aurai une mauvaise conscience? Si tu te dis, j'aurai une mauvaise conscience, tu ne vas pas aller voir ailleurs. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pourquoi on ne fait... Donc, dire quelque chose, avouer, c'est, j'ai une patate chaude, je ne me sens pas bien, clac, je la jette la patate chaude sur toi, débrouille-toi avec toi. Donc, je ne peux pas, si moi j'ai un problème de conscience, je ne peux pas changer ma conscience vis-à-vis. Je me décharge. Je me décharge. Mais je charge l'autre. Et toi, tu vis avec ça. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Alors, tu vas dire, pourquoi tu es si contre? Alors, je vais te donner la raison, je vais t'argumenter pourquoi je suis tout à fait contre. J'avais une vingtaine d'années, donc c'était des amis de mes parents, donc qui étaient beaucoup plus âgés que moi. J'aimais beaucoup ce monsieur et j'aimais beaucoup cette dame-là. Un jour, monsieur rentre à la maison, donc ça se passe devant la fille. Donc ils m'ont raconté, c'est la fille qui m'a raconté. Un jour, il rentre à la maison, il se dit, donc la fille était assez grande, mais elle était en train d'écouter. Il dit à sa femme, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Est-ce que je peux te l'annoncer? Il dit oui. Voilà, il y a récemment, je suis tombé, j'ai eu une aventure, je suis tombé, et il lui donne les détails. Et elle ne dit rien, apparemment, elle ne bronche pas. Il donne. Donc il a eu, qu'est-ce qu'il a fait avec cette femme-là? Il donne. À un moment donné, il se tait. La femme le regarde, lui dit, t'as terminé? Oui, il dit, j'ai terminé. Ok. Elle se lève. Elle ouvre la fenêtre, ils sont au 5e étage, elle se jette par la fenêtre, tête en bas et elle meurt. Et tu crois que c'est l'infidélité, le passage à l'acte de monsieur qui est la cause de son suicide? Donc il lui a donné une information qu'elle n'était pas capable d'entendre. C'est ça mon truc. On ne donne pas une information si tu n'es pas sûr que l'autre est capable d'entendre. Donc tu veux dire que si l'autre est capable d'entendre, tu pourrais avouer ton infidélité? Si l'autre, ça dépend de ce qui s'est passé dans le couple, à l'avance évidemment. À la rigueur tu pourrais. Mais si tant que tu n'es pas sûr, pour moi, tu te tais. Donc ça m'a vraiment beaucoup choqué cette histoire. C'était lourd pour moi. Aussi, c'était sûr que l'autre va vouloir divorcer une fois, parce qu'il te l'a dit, si jamais tu es infidèle, si jamais tu as une aventure extra-conjugale, c'est évident que moi je divorce. Oui. Alors si je suis assuré que ma partenaire va divorcer, ben, si tu le dis, c'est que tu auras le divorce. C'est que finalement, c'est ce que tu veux. Oui, mais à la Micheline... Ça c'est inconscient. Je suis infidèle parce que je veux que ma partenaire prenne la décision de me quitter. Oui, mais donc c'est aussi paradoxal. Micheline qui a dit sans arrêt à Michel, si tu vas voir ailleurs, c'est fini. Si tu vas voir ailleurs, c'est fini. Et donc, une fois tous les 2 jours, elle demande. Elle dit ça, et une fois tous les deux jours, elle demande, est-ce que tu as été voir ailleurs? Est-ce que tu as été voir ailleurs? Et à la Micheline, elle va... Donc pour moi, si j'ai Michel en face de moi, je vais lui dire, c'est un bon mensonge, parce qu'il y a des gravités dans le mensonge, et que Michel mente ici parce qu'il a son Albertine, c'est tout à fait normal, parce que la Micheline s'est piégée. Mais tu es au courant que si madame découvre, avec preuve à l'appui, que monsieur est infidèle, après avoir été infidèle et avoir menti, qu'on double les probabilités de divorce consécutif? Donne-moi les chiffres. Les chiffres sont très valables. D'ailleurs, j'ai fait une petite recherche là-dessus. Je vais vous les donner ici. Permettez-moi de vous lire un petit texte en prenant mes lunettes. Ça va être plus facile. Alors, c'est pas facile d'avoir l'heure juste sur la prévalence de l'infidélité, étant donné le secret qui entoure cette activité. D'après certaines études méthodologiques faites en Europe, au Canada et aux États-Unis et aussi en Australie, entre 20 et 30% des hommes et 15 à 20% des femmes auraient eu des relations hors couple, au moins une fois dans leur vie. Par contre, Sheer Height, qui a fait à la fin des années 70 une étude sur la sexualité, le rapport Height qu'on a appelé sur la sexualité masculine et la sexualité féminine, d'après elle, 70% des femmes mariées depuis au moins 5 ans et 72% des hommes déclarent avoir été infidèles au moins une fois.
La sociologue britannique Annette Lawson évalue l'infidélité féminine entre 50 et 60%. Les sondages populaires, commandés par des magazines à grand tirage, ou certaines enquêtes non soumises à des critères rigoureux, concluent qu'environ 50% des gens mariés seraient infidèles à l'occasion ou à répétition, possiblement plus chez les concubins, ceux qui vivent en cohabitation. Là. Un sondage récent du Nouvel Observateur, ça date quand même d'une dizaine d'années, ce sondage-là, enregistrait en France seulement 20% de femmes fidèles. 2 à 3 couples sur 4 se retrouveraient donc un jour ou l'autre aux prises avec l'infidélité de l'un et ou l'autre conjoint. Pourtant, lorsqu'interrogé, 95% des gens affirment que la fidélité, définie comme une exclusivité sexuelle, est importante ou très importante pour l'harmonie conjugale. Quand on fait des enquêtes style Vox Populi, okay, on a constaté que les gens souvent vont dire plus qu'est-ce qu'ils font. Alors qu'auparavant, il y a une cinquantaine d'années, les gens en disaient beaucoup moins qu'est-ce qu'ils faisaient. Mais quand on prend une échantillon représentatif de la population, et dans la population, il y a des gens très permissifs, très laxistes à tout point de vue, mais aussi des gens très conservateurs. Alors moi, je me fie davantage aux études qui ont une méthodologie où chaque couche de la population est consultée et questionnée. Donc, ma position scientifique par rapport aux statistiques, c'est qu'il y a un homme sur 4 qui est un jour infidèle pour une femme sur 5 qui est un jour infidèle. Ce qui, si on calcule les deux, si on additionne les deux, ça fait quand même pas moins d'un couple sur 2, et tu sais très bien comme moi que l'infidélité, c'est un des principaux motifs de consultation dans nos bureaux. Absolument. Et qu'après cette infidélité-là, si c'est la personne qui a avoué son infidélité, il y a un proverbe belge aussi, j'imagine, les Québécois qui dit « faute avouée, à moitié pardonnée ». Ah, ça se vérifie. Si l'infidèle avoue son infidélité, le chiffre est de 43%. De séparation. De séparation consécutive. OK. Si, ah non chérie, voyons donc, jamais j'oserais te tromper, je t'aime beaucoup trop pour ça. Si la tromperie, je rajoute le mensonge, on double. Et ça va jusqu'à 86 à 90% de rupture, plus parce que la personne a menti, et surtout si ça a été découvert quelques années plus tard, avec qui j'ai vécu pendant tout ce temps-là, avec quelqu'un qui m'a menti. Ouais. Okay? Donc, et dans la, on y reviendra, là, mais dans l'infidélité, là où le bas blesse, c'est pas tellement la sexualité, c'est la perte de confiance. Et c'est ça la fidélité, comme tu disais, c'est la foi, c'est avoir confiance en soi et en l'autre. Alors, le mensonge consécutif à une infidélité est plus grave que de découvrir mon partenaire dans le lit conjugal avec un amant. On parle de 81% à ce moment-là. Oui. Donc, ici... Mais au global, il y a 2 couples sur 3 qui se séparent, non pas à cause de l'infidélité, à cause du déséquilibre, qui est le problème, qui a emmené la personne, homme ou femme, à être infidèle, à trouver ailleurs la satisfaction d'un besoin légitime, insatisfait ici. Ici, toi, tu dis, donc, mieux vaut, donc ce que tu veux dire, mieux vaut avouer que être découvert. Donc, pour sauver son couple, donc sauver, ouais, pour ne pas qu'il y ait séparation. Et moi, je pourrais te répondre aussi. Et si c'est pas su, si on ne le sait pas, donc il n'y a pas séparation. Alors, non, donc est-ce que ça vaut pas, c'est pas mieux de ne pas le dire, quoi? Oui, mais moi je le sais que j'étais infidèle. Tu n'avais qu'à ne pas aller. Donc si ça te dérange, ta culpabilité, hein, je suis désolé, mais là... Il y a eu des gaffes à un moment donné. Monsieur est en train d'orgasmer en criant le nom, non pas de sa femme, mais le nom de sa maîtresse. Donc, moi, il y a une épée de Damoclès au-dessus de la personne qui a été infidèle et qui ne le dit pas. Mais, qui n'a pas su le gérer, disons. Oui, mais il y a des parties où je suis d'accord avec toi, mais moi, j'estime qu'il y a une seule raison pour laquelle on devrait avouer son infidélité, et c'est une raison paradoxale. J'avoue mon infidélité parce que je veux redevenir fidèle. Parce que je ne veux pas qu'il y ait de secret entre toi et moi. Je sais très bien que ça va te faire mal, je sais très bien qu'il va y avoir des cris, des pleurs, de la colère, c'est tout à fait compréhensible, la culpabilité aussi de part et d'autre, parce que chacun va se demander comment ça se fait que c'est arrivé, si on voit ça vraiment comme un infarctus conjugal. C'est sûr que si je dis, ben, c'est toi qui es le méchant, c'est toi qui m'a trompé, moi je suis la victime, si on analyse cette situation-là de cette façon-là, ça risque de mal tourner. Mais si on constate, si on accepte que l'infidélité, la personne infidèle est 100% responsable de son passage à l'acte, mais si
j'ai passé à l'acte parce que mon besoin de communication, mon besoin d'affection, mon besoin de valorisation, mon besoin sexuel n'est pas satisfait, ben là, c'est la responsabilité revient au couple. Il y a un déséquilibre relationnel qui amène ce symptôme-là. Alors, il ne faut pas travailler sur le symptôme, il faut travailler sur le déséquilibre. Oui, mais donc il y a la découverte, disons découverte ou bien un aveu qui a été fait. Pour moi aussi, il y a des échelles de gravité là-dedans. Par exemple, est-ce que tu as déjà eu un cas où un des deux partenaires avoue plusieurs années après donc que l'un a été voir ailleurs que se terminait? Ça m'est arrivé l'an passé, un couple dans la soixantaine où, quand ils sont arrivés, madame relevait d'une période de presque 2 ans de réaction dépressive lorsqu'elle avait appris que son mari avait eu une aventure lors de leur lune de miel. Il s'était permis, il était médecin, et ils étaient dans un contexte, début des années 60 au Québec, c'était faire l'amour et non la guerre, tout le mouvement hippie, fait qu'il s'était permis quelques passages comme ça. Et il y a eu une relation sexuelle avec une copine de madame, et madame l'a appris 25 ans plus tard, 30 ans plus tard. Elle n'a pas été capable. Avec qui j'ai vécu pendant tout ce temps-là. Alors, monsieur avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et l'épée se tient à un fil et peut tomber en n'importe quel temps. Et c'est sûr, tu le sais, tu as probablement des gens, la personne qui a été trompée, il y a un appel téléphonique de quelqu'un qui lui veut du bien. Et c'est souvent l'amant ou l'amante, surtout l'amante, qui appelle pour dire « Hey, tu sais pas qu'est-ce que ton mari fait. » Ce qui peut amener des amis du couple, si je sais que l'un des deux est infidèle, ou ça pose des problèmes éthiques pour l'ami de madame ou l'ami de monsieur, qu'est-ce que je fais? Évidemment, ici, dans ton exemple est un peu biaisé, parce que si quelqu'un me rapporte une histoire comme ça, et qu'ils me disent « Ah oui, je vais me séparer parce que 25 ans avant, il a fait un one-shot, et moi j'ai vécu avec un menteur », moi je vais commencer à dire « Il faut être logique. » Et là, donc, attendez, est-ce que vous n'exagérez pas? Mais ici, ton truc est biaisé, c'est la lune de miel, c'est la meilleure amie de madame, c'est vrai que... mais il y a des circonstances qui font... C'est comme la femme qui se tire en bas de je ne sais pas combien d'étages suite à la révélation de son partenaire. Pour moi, c'est le prétexte. C'est la goutte d'eau. C'est pas ça le problème. C'est que si madame a mis fin à ses jours, elle devait être excessivement malheureuse. Probablement. Okay? Probablement. Donc, c'est pas la découverte ou l'annonce de l'infidélité qui va provoquer son suicide. C'est sûr d'un ensemble de circonstances. Tu sais, tout ça est plurifactoriel. Exact. Évidemment, tout ça va dépendre. Donc, c'est une histoire qui va être découverte. Donc, genre, il y a 25 ans, j'ai eu un one-shot, ou bien je suis depuis 10 ans encore maintenant avec quelqu'un d'autre. Donc, la gravité de la situation, de la discussion. Et quand nous, on va prendre en thérapie ces gens-là, donc on va voir ça après, on va essayer de... Est-ce qu'on devrait... il y a eu une infidélité. Est-ce le couple devrait cesser ou continuer d'avoir des rapports sexuels? Ça, on va le voir sur quoi je vais travailler. Ça, on va le voir peut-être à la fin, de voir sur quoi on va travailler quand on va essayer de... Est-ce qu'on l'annonce aux autres? Est-ce qu'on l'annonce aux autres? Donc, aux enfants? Pour moi, on n'annonce pas à personne, peut-être la meilleure amie, tout ça. Mais pourquoi on n'annonce pas? Parce que si on annonce, ça veut dire qu'on va se séparer. Et si on ne se sépare pas, surtout les beaux-parents. Donc disons que Micheline a été voir ailleurs avec Joseph. Et Michel raconte ça à sa mère. Sa mère va dire « Ah, c'est une salope, ah mon fils, bien fait, tu te sépares. Ouais. » Mais voilà que Michel et Micheline entreprennent une thérapie conjugale, ça va très bien et ils reprennent ensemble. Donc il y a un gros risque que la maman de Michel n'accepte plus chez elle cette Micheline qui pour elle est salope. Alors le Michel, il va se mordre les doigts en se disant pourquoi est-ce que j'ai raconté ça à ma mère. Vu de l'extérieur, à ce moment-là, il y a un méchant et une victime. Ouais. Un coupable et une victime. Et les gens, tu sais comme moi, ils sont toujours portés à juger. Alors, et c'est celui qui passe à l'acte, qui est considéré comme le méchant, alors que le véritable coupable, pour moi, il est toujours au niveau du couple.
Oui, donc pour revenir encore, est-ce qu'on l'annonce ou pas? Donc tu vas donner aussi ton avis. Moi j'ai dit ça pour les parents, pour les amis, pour l'entourage, mais je vais surtout parler pour les enfants. Donc j'ai eu des histoires où l'enfant était grand, il avait 25, 30, 40 ans même, où son père ou sa mère, à un moment donné, proche de la mort ou je ne sais pas quoi, parce qu'il était malade, parce qu'il avait trop bu, fait un aveu vis-à-vis des enfants. Tiens, moi j'ai eu une histoire. Je t'assure, tous les cas que j'ai vus, les gens, même s'ils sont adultes, même si eux, ils sont infidèles dans leur couple, ils prennent ça très très mal. Donc c'est une... Donc c'est juste mon avis, hein. Les gens ils font ce qu'ils veulent. C'est une information qu'il ne faut jamais, jamais donner à ses enfants. Alors que moi j'ai eu à l'inverse, effectivement, des gens qui à la fin de leur vie, on se sont dit qu'ils avaient été, ils l'ont dit à leurs enfants, et il y a un beau paradoxe, hein? L'Europe, vous banalisez les conséquences d'une infidélité, mais d'un autre côté tu dis qu'il ne faut jamais avouer, à cause des conséquences qui peuvent être très graves, comme les exemples que tu as donnés, alors qu'ici on ne banalise pas l'infidélité. Chez nous, c'est pas banalisé. Nous, on ne banalise pas. On a un peu plus de tolérance que vous autres en se disant l'infidélité, ça fait partie des écueils prévisibles du mariage. Ça peut arriver. Est-ce que pour ça, on doit absolument se séparer ou pas? Ça fait partie de... C'est pas qu'on banalise, mais on est beaucoup plus tolérant que vous autres, en nous disant, oui, c'est arrivé, on est plus tolérant vis-à-vis de l'infidélité que vous autres. Oui, peut-être. C'est pas banalisé, parce qu'on sait bien que c'est un tsunami qui arrive dans le couple, tout le couple va être vraiment balancé, mais bon, revenons à la question. Est-ce que les enfants, donc toi tu dis, on peut dire aux enfants, c'est ça que tu veux dire? Je pense que non, aux enfants, jeunes enfants, non, mais les adolescents qui souvent perçoivent des choses, qui vont parfois dire, écoute, maman, pourquoi tu ne divorces pas? Papa, pourquoi vous passez votre temps de discuter? Arrêtez, séparez-vous. À ce moment-là, je pense que s'il y a séparation, que les vraies raisons doivent être dites. Mais encore une fois, ce n'est pas l'infidélité qui est la cause du divorce. C'est le déséquilibre relationnel qui a amené l'infidélité qui est la cause du divorce. Alors, le véritable coupable est entre les deux. Et on va en parler de mais les enfants n'ont rien à voir avec cette histoire. Je vais te donner un autre exemple. Je ne parle pas des enfants, je te parle d'adolescents ou d'adultes. Oui, adolescents, disons adolescents. Ouais. Micheline a une relation avec Joseph. Et elle a dit, elle sait ça, et à un moment donné, elle se sépare de Michel. Et elle va aller vivre, disons, après quelque temps, avec le Joseph. Mais le Joseph, donc l'enfant adolescent de Michel et Micheline qui s'appelle Jacques, ne va jamais vouloir mettre les pieds, donc j'ai eu plus d'une fois cet exemple-là, dans la maison de Micheline et de Jacques, en disant à Jacques, c'est toi le responsable, c'est toi le méchant, c'est toi qui étais là, qui a fait séparer papa et maman. D'où la nécessité parfois d'une thérapie familiale pour faire comprendre que l'infidélité, c'est un symptôme, que le problème n'est pas là. Et que le père ou la mère qui est infidèle n'est pas le méchant ou la méchante. Moi, je vais plutôt... Parce que la relation parentale, mon fils a le droit de continuer de m'aimer, j'ai le droit de continuer d'aimer mon fils et ma fille, et vice-versa. Donc, même si, en tant qu'humain, j'ai fauté. Ouais. Mais moi, j'aurais tendance à dire en consultation à Micheline, pour son Jacques, elle le dit ou elle ne le dit pas. Moi, j'aurais tendance à le dire, tu te sépares de Michel, en disant à Jacques, et même peut-être à Michel, que tu te sépares parce que le couple ne va pas, bien, c'est pas pour te retrouver avec le Joseph. Alors, tu pars de la maison, tu oublies le Joseph pendant 2 ou 3 mois, et puis après, j'ai rencontré le Joseph et je me suis remis pour que ton fils Jacques, ou bien ta fille Jacqueline, accepte le Joseph en question. Donc, je vais leur donner des trucs pratiques, si tu veux. Je ne sais pas si ça va, mais c'est ça que je vais lui donner. Si l'enfant pose la question, si l'adolescent pose la question. Alors, qu'est-ce qui fait de la réponse? On demande à l'adolescent? Non, on demande pourquoi tu poses la question. Donc, chez moi, il y a une logique qui dit que on ne pose pas la question si on n'est pas apte à écouter toutes les réponses. Donc, je vais dire à Micheline... Tu peux pas savoir oui, mais non, je vais dire à Micheline, demande à Jacques pourquoi il pose la question, qu'est-ce qu'il va faire de la réponse, est-ce qu'il est apte à connaître toutes les réponses. Donc, il faut être logique. J'apprends aux gens, je leur donne des outils, j'apprends aux gens à être logique. Ne pose pas de questions si tu n'es pas apte à écouter toutes les réponses.
Ouais. Donc on va faire une pause pour qu'il... Yvon. Oui, monsieur. Micheline se fait attraper. Et là, son Joseph, elle s'était fait attraper à Michel. Et Michel pose des questions. Est-ce qu'il doit poser des questions? Est-ce qu'elle doit répondre à ces questions? À quelles questions elle doit répondre et à quelles questions elle ne doit pas répondre? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut poser toutes les questions? Non, je ne pense pas qu'on peut se poser toutes les questions. Se poser, oui, mais poser. C'est-à-dire se poser, oui, mais on ne peut pas poser toutes les questions. Il y a des questions légitimes. Avec qui? Quand? Où? Mais pas rentrer dans comment c'était. Est-ce que c'est mieux avec elle qu'avec moi? C'est quoi les positions que vous avez utilisées? Okay? Il y a des questions légitimes. Où, quand, comment, pourquoi? Okay? Parce que ça peut faire partie du processus thérapeutique. Mais plus je vais avoir des détails sur qu'est-ce qui s'est passé entre mon partenaire et son amant, son amante, plus je vais en avoir à pardonner. La liste va être longue. La liste va être très très longue. Alors, si je commence à rentrer dans les détails, tous ces détails-là vont s'incruster dans mon cerveau et souvent, et c'est ce qui se passe, c'est une des difficultés dans la thérapie de l'infidélité, c'est que c'est souvent la personne qui a été trompée qui ramène continuellement l'autre entre les deux. Qui, lorsqu'elle fait l'amour avec son partenaire, s'imagine que son partenaire est en train d'imaginer qu'il fait l'amour avec son amante. Surtout si elle a eu des détails. Ou si, bon, monsieur fait ou madame fait, propose une solution, une position nouvelle, un jeu nouveau. Ah, tu as fait ça avec ta partenaire, avec ton amant, ton amante. Okay? Donc, question légitime, où, quand, pourquoi, depuis combien de temps, mais pas... C'est fini ou c'est pas fini. C'est fini ou c'est pas fini. C'est fini ou c'est pas fini. Et normalement, il n'y a pas de thérapie conjugale de l'infidélité qui peut commencer si l'infidèle continue d'entretenir sa relation avec l'autre. Okay? Il y a des gens qui... En tout cas, j'estime à ce moment-là, j'ai eu une cliente à un moment donné qui est allée voir un psy avant moi, qui est venue me voir, et les deux, on a dit exactement la même chose. Madame, plus vous allez poser des questions, plus vous allez en savoir, plus vous allez avoir des choses lourdes à pardonner. Mais madame disait, non, pour pardonner, il faut que je sache les moindres détails. Et évidemment, plus monsieur va donner des détails, plus il risque de m'amener de... Ouais, mais c'est pas ça que tu m'as dit la dernière fois. Il me semblait que c'était ça que... Puis là, on entre dans un débat où ça finit plus. Parce que monsieur peut à un moment donné se mêler dans ces histoires. Qui s'est passé entre deux personnes adultes et consentantes, et donc on ne veut pas... Et qui fait partie du jardin secret, qui ne devrait pas. L'infidélité ou la sexualité devrait exister avec son partenaire légitime. Dans le jardin secret, je peux avoir des amis, je peux avoir des activités, je peux avoir des amis des deux sexes, je peux faire des activités avec des hommes et des femmes, mais théoriquement, en tout cas, dans nos sociétés à nous, où on prône la monogamie et la fidélité, ben, normalement, la sexualité est limitée au partenaire. Même si je trouve mon ami I ou E très excitant, très sexy. Mais comme je le disais au début, la fidélité, c'est une question de décision. Je te trouve très belle, mon ami I, E, mais moi, je suis un homme fidèle ou une femme fidèle. Okay. Donc, c'est des choses qui m'arrivent assez souvent quand les gens vont me téléphoner pour justement une cause d'infidélité, qui me le disent au téléphone, ils vont me téléphoner pour prendre rendez-vous. J'essaie de leur donner le plus rapidement une place, de leur trouver une place pour leur rendez-vous, tout en disant arrêtez de vous poser des questions, les questions vont être posées devant moi. Donc il y a 2 ou 3 ans de ça, justement, j'ai eu un jour un coup comme ça, j'allais juste partir en vacances d'été. La veille, ils me téléphonent en disant il faut faire ceci, on veut tout de suite venir chez vous. Mais je leur ai dit écoutez, moi je pars en vacances, je peux vous fixer rendez-vous quand je rentre, c'était 3 semaines et demie ou 4 semaines après. Donc ils sont revenus 4 semaines après. Aïe, 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 aïe. Donc c'est madame qui a été infidèle et monsieur. Il n'a pas arrêté de poser toutes les questions en regardant les dates, en regardant le calendrier. Tu m'as dit que tu étais là, donc tu étais dans cet hôtel-là. Donc tu as fait ceci. La liste était tellement longue qu'on ne sait pas. Alors moi, la question que je dis aux gens, si vous voulez vous séparer,
si dans votre tête c'est la séparation, posez les questions. Mais si vous voulez revenir, et on va faire un couple avec vous, on va faire une thérapie de couple avec vous, de grâce, ne posez pas toutes les questions dont vous ne savez pas. C'est quoi tes objectifs quand tu reçois un couple en thérapie dont l'un a été infidèle? Comment tu fonctionnes? Ton enfant, la thérapie peut durer... D'abord, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de remettre un nouveau couple en place, un couple qui fonctionne, donc de mettre sur de nouvelles bases, de former un couple sur de nouvelles bases. Alors, il y a 3 périodes sur lesquelles on va travailler. La période qui dure la plus longtemps, c'est le deuil. Et puis il y a le pardon, et puis il y a la confiance qui doit revenir. Le pardon, c'est quelque chose qui va se passer devant moi, ça je vais expliquer, mais peut-être tu vas aussi expliquer c'est quoi vraiment le pardon. Et puis la confiance doit revenir. Alors le deuil, d'abord il faut dire que quand les gens vont venir chez nous, c'est comme on a dit un tsunami. Il y a la personne trompée et la personne trompeur. Bon, je laisse les gens utiliser ce genre de mots. Et je vais leur dire, ben, on va travailler ensemble, ne vous précipitez pas à prendre une décision hâtive que vous allez regretter, donnez-vous encore une chance et de voir si on peut reformer le couple sur une nouvelle chose. Mais je dois reconnaître. Donc la question, c'est pas quitter ou rester. Quitter. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour établir l'équilibre. L'équilibre. Quitte à sauver ce couple-là si les deux veulent travailler dans cette direction-là. Ou bien on fait ce travail et peut-être après vous allez voir que la boucle est bouclée, vous aviez un début et la fin de votre couple est là et qu'on ne va pas remettre les choses en place. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est donnez-vous la chance de reconstruire un couple, ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Mais d'abord, la première des choses que je dois faire, c'est en tant que thérapeute de couple alors, je prends ma casquette non pas de sexologue, de thérapeute de couple, c'est de reconnaître la souffrance de la personne trompée. Parce que si je dis, ouais, mais c'est pas grave, tout le monde le fait, tout ça, c'est des trucs qui ne marchent pas. Puis je vais leur dire de se poser aussi les bonnes questions, donc il ne faut pas évidemment tout expliquer, et puis de voir la trahison de l'autre. Donc je vais utiliser les mots forts. Trahison, disons que, allez, je suis toujours dans le même exemple, bien, je vais changer. Michel a été voir ailleurs Albertine et c'est Micheline qui est en grande souffrance. Donc ils sont en face de moi. Donc d'abord je dois reconnaître la souffrance de vous dire ok, ça fait combien de temps que vous avez découvert? Ça fait 2 semaines. Vous avez mis trop de temps avant de venir consulter. Mais bon, on va essayer de faire avec. Et je vais me retourner vers Michel. Vous êtes le trompeur. Donc vous avez fauté. Donc vraiment, je mets les mots durs. Genre, ce que j'ai fauté. Mais après ça, tu vas voir où je vais en venir. Vous avez fauté, Michel, et vous allez payer. Donc, c'est quelqu'un qui a tué un autre. Chez nous en Belgique, il prend 30 ans. Il sort, disons, 30 ans après. Tu ne peux pas dire à ce type-là, tu es un assassin, tu es un meurtrier. Lui, il va te dire, moi, pas du tout. Moi, j'ai payé. Donc ici, le système va être la même chose. Donc on va travailler ensemble. Vous allez payer, Michel, la faute, j'insiste sur les mots, la faute que vous avez fait, vous allez payer, mais à sa juste valeur. Alors moi, je dis voilà la valeur laquelle que vous allez payer, 30 cm. Alors ils attendent ce que je vais dire. Donc, vous allez payer 30 cm. 30 cm, c'est quoi? Ben, ça fait 2 semaines qu'elle s'est découverte. Est-ce qu'elle se tait, la Micheline? Est-ce qu'elle veut? Non, elle vous envoie sans arrêt des pics. Le paiement, c'est ça. Donc, elle vous envoie, elle est de mauvaise humeur. Vous vous taisez, vous ne dites pas, moi, c'est pas grave tout ça. Vous subissez. Donc, vous payez 30 cm. Mais évidemment... Autrement dit, la personne infidèle doit accepter que l'autre soit en colère, que l'autre puisse avoir de la peine. Il paye. Ouais. Il paye. Mais je vais dire tout de suite... Et il doit être patient. Je vais dire tout de suite à Michel, mais il ne faut pas me dire à moi que ma faute, ce n'est pas 30 cm, c'est 2 cm. Parce que si vous dites, comme ça c'est 2 cm, parce que bon, il n'y avait pas de vie sexuelle, et c'était normal que j'aille voir ailleurs, si vous dites un truc comme ça, elle va se dire, la Micheline,
Quel 30 cm? Quel 2 cm? C'est 60 cm. C'est une trahison énorme. Et moi, le pauvre petit sexologue thérapeute à côté de vous, je vais me retrouver avec quelqu'un de 2 cm qui voit la faute à 2 cm et qui voit la faute l'autre à 60 cm. Désolé, moi, je ne peux pas travailler. Donc, la personne infidèle, elle voudrait passer rapidement à autre chose. Rapidement. Parce qu'elle va minimiser l'importance de sa faute. Sa faute, entre guillemets, sa faute. Donc, je vais leur dire, si l'un parle de 2 cm, Michel, vous dites, ma faute est 2 cm. Micheline, quel 2 cm, quel 30 cm, 60 cm. Donc, je dois vous mettre d'accord. 30 cm, mais vous payez 30 cm. Alors, je vais leur dire, si vous ne veniez pas chez moi, Michel, je vous assure, et si vous ne vous séparez pas, vous restez ensemble, pendant encore, il vous reste 40 années à vivre ensemble. Sans arrêt, ça allait sortir, tac, tac, tac. N'oublie pas ce que tu m'as fait. Ah, tu as été voir Albertine. Ah, tu as fait ceci, tout ça. Ça allait sortir. Je me retourne alors vers Micheline, je lui dis, écoutez Micheline, si je parle de 30 cm, il va payer ces 30 cm. Le seul engagement que moi je veux ici, c'est quand on a terminé le travail ici, c'est-à-dire faire confiance, c'est terminer ad vitam aeternam de revenir sur le sujet parce qu'on a envie de faire un couple heureux avec vous. Chaque fois que vous allez ressortir la hache de guerre, ça va être la guerre et le couple va être malheureux. Donc je vais travailler. Alors, le deuil, la partie qui va durer plusieurs mois, ça peut durer 6 à 18 mois. C'est quoi le deuil? Le deuil d'abord de la Micheline, de la fidélité. C'est fini pour la fidélité. Mais pendant ce travail de deuil, je vais essayer de travailler, de mettre le couple, de voir les 3 piliers, qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qu'il a été chercher, tout ça. Mais bon, s'il y a une histoire qui s'est terminée longtemps avec Albertine, c'est facile, mais s'il continue avec Albertine et qu'il est amoureux passionnément d'Albertine... Est-ce que tu exiges que la personne trompée mette fin à sa relation extra-conjugale? Oui, mais sinon je ne peux pas travailler. Ou bien je vais travailler autrement, ou bien la condition qui va... Donc ça va être à Michel de décider. Mais si encore il est amoureux d'Albertine, Michel doit faire le deuil de cette passion amoureuse. Donc de dire... Je vais dire alors, devant moi, devant les deux, je vais dire à Micheline, Michel doit aller trouver Albertine pour expliquer qu'il s'est fait passer, pour expliquer qu'il veut mettre toutes les chances dans son couple et qu'il ne va pas revoir Albertine. Parce que Micheline, elle va dire, il ne doit pas prendre contact avec lui, il ne doit pas le voir, il ne doit pas lui écrire. Mais non, Albertine, ce n'est pas un animal, c'est quelqu'un qui est peut-être pas... Mais sa demande est légitime. Sa demande est légitime. À Micheline la demande. Mais il faut que quelqu'un dise qu'il aille trouver Albertine, qu'il explique la situation à Albertine. Et s'ils veulent faire un travail vraiment d'un nouveau couple, Michel et Micheline, il ne doit pas voir Albertine. Parce que s'il continue à voir Albertine, évidemment, il ne va pas s'investir dans le couple. C'est la seule condition où je dis, si vous voulez travailler avec moi, désolé, il n'y a pas... Vous suspendez temporairement, peut-être toujours, pour toujours, cette relation extra-conjugale. Cette relation extra-conjugale. Donc, et puis on va travailler à la reconstruction, donc on va voir tous les conflits qu'ils ont eus, comment on va gérer. C'est ça, tous les deux ont un deuil à faire. La personne qui a trompé doit faire le deuil de son fantasme avec la vie qu'il a vécue avec l'autre. Et la personne qui a été trompée doit faire... Moi, je dis à ce moment-là que c'est comme si ton partenaire venait de tomber en bas de son piédestal. Tu te rends compte que c'est un homme, c'est une femme comme les autres, qui est fragile, qui est erratique, qui peut faire des erreurs, donc qui n'est pas parfaite. Donc, okay. Évidemment, si l'histoire est terminée depuis longtemps, quitte à dire à Micheline, est-ce que vous n'exagérez pas là? C'est un peu disproportionné, donc la faute de 30 cm, elle va être vite remplie. Oui, parce que si la personne trompée exige trop de réparation, ça peut faire fuir l'autre. Michel va partir. Oui. C'est ça que je dois expliquer à Micheline. Donc 30 cm, c'est terminé à un moment donné. Si vous continuez au-delà... Donc il faut que la personne qui a été trompée arrive à pardonner. À un moment donné, arrive à pardonner. Et c'est quoi le pardon? Alors, à ton avis, c'est quoi le pardon? Le pardon, ce n'est pas d'excuser, ce n'est pas d'oublier, ça ne s'oublie pas une infidélité, ce n'est pas de justifier. Le pardon, pour moi, c'est 2 choses. Premièrement, ça commence par donner à l'autre ce qui appartient à l'autre.
Et c'est l'autre qui était infidèle, qui a passé à l'acte. Donc, ça lui appartient. Ça ne m'appartient pas. Par contre, ce qui appartient à nous, c'est, si effectivement il y a un déséquilibre qui est à la base de cette infidélité-là, c'est qu'il y a une co-responsabilité de la personne trompée et de la personne qui trompe dans le déséquilibre. Et là, ben, il faut travailler à essayer de rétablir l'équilibre pour que ce couple-là puisse être viable. Stop. Tu fermes la fenêtre parce qu'il y a du bruit. Peut-être ça va couper. La deuxième chose pour moi au niveau du pardon, c'est... J'aime ça le définir par le non-pardon. Tu es? J'aime définir le pardon par le non-pardon. Ah, okay. La personne qui ne pardonne pas, c'est comme si je t'offrais des braises ardentes qu'évidemment tu ne voudras pas prendre. C'est comme si j'avalais du poison en espérant que l'autre soit malade. Donc, il est important pour la personne qui était trompée d'aller à pardonner, non seulement faire le deuil, mais d'arriver à pardonner pour pouvoir par la suite refaire confiance. Mais ça, comme tu le dis, ça peut prendre entre 6 et 18 mois et parfois un peu plus pour que cette confiance-là, qui est nécessaire à l'évolution d'un couple, puisse se rebâtir. Donc, l'objectif pour moi d'une thérapie de la personne trompée, c'est d'arriver à vivre son deuil, à pardonner et à refaire confiance. Alors que pour la personne qui a été trompée, bien évidemment, c'est de mettre fin à la relation extra-conjugale et d'agir de façon maintenant fiable, de façon fidèle. Et pour le couple comme tel, le couple, et c'est un petit peu ce que tu semblais dire, le couple doit maintenant reconstruire quelque chose. Le couple doit discuter, essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé. Et pour moi, je dis que généralement, c'est entre les deux où le bas blesse, avec des conséquences des deux côtés. Et pourquoi c'est arrivé et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour que ça n'arrive plus. Donc, moi, ce que je leur propose à ce moment-là, non pas les contre-signer, mais de renouveler leurs ententes de façon très explicite. Ça, on va revenir après, donc, pour la fin. Donc, en fait, c'est le pardon. Disons, je reprends encore mon exemple, c'est Michel qui a été voir ailleurs. Pourquoi je parle en fait de 2 cm, de 30 cm? Parce que de le convaincre qu'il y a faute. Parce que si lui, il dit, il y a 2 cm, pour moi, ce n'est pas une faute. Donc, c'est pas avec moi la Micheline, j'ai été voir ailleurs avec Albertine. Donc, il ne va jamais demander pardon, et l'autre, la Micheline, ne va jamais le pardonner, donc les pics vont continuer. Donc, à un moment donné, je veux lui rendre, même s'il est fautif, il n'est pas fautif, mais qu'il y a eu une faute, même si elle est minime, mais qu'il demande pardon, justement, comme tu dis, de façon tout à fait éclairée, et que l'autre lui donne le pardon pour que la confiance revienne. La confiance, c'est-à-dire, je ne vais pas lire tes courriels, je ne vais pas regarder ton téléphone portable, je ne vais pas regarder tes poches, fouiller dans tes poches, tout ça. La confiance doit revenir. Et la personne infidèle ne doit pas accuser l'autre d'être responsable de son besoin frustré qui l'a emmené à aller chercher ailleurs. Exemple, si c'est un besoin d'ordre sexuel que monsieur, qui a amené monsieur à être infidèle, c'est pas parce que madame est frigide, c'est peut-être parce que monsieur ne sait pas comment négocier avec sa partenaire leur épanouissement sexuel. Peut-être que monsieur n'est pas au courant de la sexualité, des caractéristiques de la sexualité féminine. Donc je ne peux pas accuser l'autre d'être responsable de mes frustrations. Et ça, c'est vrai pas juste dans le domaine de l'infidélité, mais c'est vrai partout. Okay? Le couple est toujours formé de 2 personnes qui sont 2 réalisateurs, 2 acteurs, et si c'est une comédie, ça va être 2 gagnants, mais si, comme dans le cas de l'infidélité, c'est une tragédie, là, il y a 2 perdants. C'est ça. Et les 2 doivent, y compris, et ça c'est difficile parfois pour la personne qui est trompée, elle doit prendre une certaine responsabilité, non pas dans le passage à l'acte de l'autre, mais dans le déséquilibre qui a amené l'autre au passage à l'acte. Oui, donc les 2 doivent se remettre en question. Deux doivent se remettre. Mais bon, au début, ils ne savent pas. Disons, Michel ne savait pas que Micheline, c'était une sexophobe jusqu'au bout de ses ongles, qu'elle n'aimait pas la sexualité, qu'elle a fait la sexualité pour les enfants et qu'après les enfants, c'est terminé. Donc lui, il va se dire, je me suis fait avoir sur la marchandise. Je pensais qu'on allait continuer la sexualité. Ce n'est pas un déséquilibre qu'il y a. Ce n'est pas que le couple va mal. Donc dans ce cas que je viens de citer, c'est que Micheline n'a pas de sexualité. Elle est sexophobe, elle n'aime pas le sexe et la seule chose pour elle, c'est
comment est-ce que je vais abandonner? Bon, alors là, on va essayer, et qui dit, en fait, quand ils vont venir chez moi, qui dit ne baisse pas, ne se touche pas, n'oublie pas. Ouais. Donc quand il n'y a pas de sexualité, je lis des fois dans les magazines, ah, il n'y a pas de sexualité, mais entre eux, il y a encore beaucoup de caresses, beaucoup de tendresse, tout ça. Mon œil, il n'y a rien du tout. Donc, sexe terminé, toute forme de caresse, de tendresse est terminée. Avant, on dormait sans pyjama, maintenant, on commence à dormir avec pyjama. Ne me touche pas, parce que si tu me touches, je passe à la casserole. Et là, on va essayer de voir avec Micheline, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Ok, on va accepter que Micheline n'aime pas la sexualité. Et Michel, qu'est-ce qu'il fait? On va dire à Micheline, qu'est-ce que tu as fait? Je vais dire à Micheline, qu'est-ce que tu as mis en place pour que Michel aille se masturber? Mais là, tu mélanges quelque chose. Si madame est sexophobe, c'est madame qui a un problème. C'est pas nous qui avons un problème. Monsieur se retrouve avec une femme qui est sexophobe, oui. Ou madame se retrouve avec un homme qui est obsédé sexuel, oui. C'est pas le nous qui est fautif. Le coupable, c'est pas le nous. C'est un des deux qui n'a pas une sexualité saine. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait pour améliorer la relation? Ben, à ce moment-là, il faut que monsieur ou madame aille en thérapie individuelle. Ok, mais on sait bien qu'une sexophobe, une très très grande sexophobe, ça ne va jamais marcher. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais si, devant le fait que monsieur est infidèle, ça remet madame en question, et que madame accepte à ce moment-là d'essayer de développer son potentiel sexuel, parce qu'oublie pas que les femmes ont un potentiel que malheureusement, pour peut-être un 20% de femmes, qu'elles ne développent jamais. Mais même à 50 ans, même à 60 ans, moi j'ai eu des clientes ici qui ont eu leur premier orgasme à 63 ans. Parce qu'elles se sont remises en question et ont accepté de faire ce qu'il fallait pour stimuler leur sexualité, leur érotisme. Alors, il y a parfois, oui, l'infidélité, c'est souvent lié à un désir relationnel, mais c'est parfois aussi dû à une des deux personnes qui est vraiment, dans le cas d'une sexophobe, fautive. Ok, donc pour revenir à la question, donc Micheline a attrapé son Michel et elle ne veut pas jouer à la sexualité, elle ne veut pas développer à la sexualité et Michel veut continuer avec Micheline. Donc à un moment donné, il faut quelqu'un, le thérapeute qui doit dire, bon, tu ne veux pas qu'il aille voir ailleurs, à Micheline, donc pas d'Albertine, donc la seule solution qui lui reste, c'est la masturbation. Qu'est-ce que tu fais en maison? Où est-ce qu'il peut aller se masturber tranquillement sans déranger personne? Donc de dire qu'il va se masturber, donc de dire et qu'elle accepte qu'il se masturbe, ça c'est une première chose. Oui, mais est-ce qu'à ce moment-là, la solution n'est pas le divorce? C'est à eux de choisir, c'est pas à moi de choisir, c'est à eux de choisir. Mais alors sur quoi je vais travailler? Il faut que tu leur proposes, c'est-à-dire que tu me mettes ça comme possibilité, pour que tu leur proposes, tu ne peux pas décider pour eux. Bien sûr que je n'ai pas de décision. C'est à eux. Mais alors, comme je dis souvent, c'est ou bien vous vous soumettez à la situation qui est là, ou vous déménagez, ou vous faites la révolution. Si vous voulez faire la révolution, moi je suis là pour vous aider à faire la révolution. Maintenant, si vous décidez de vous séparer, vous avez le droit. Vous avez aussi le droit qu'un des deux se soumette à l'autre. Mais je ne suis pas sûr que ça va durer longtemps. Mais justement, maintenant, ce que je vais travailler dans cette période de deuil, je vais travailler à remettre l'intimité du couple en exergue. Comment est-ce qu'on rentre dans l'intimité dans un couple? Par deux voies, la parole et le toucher. Le toucher gratos, celui qui ne mène pas à la sexualité. Donc, parole. Donc, dans ma consultation, je vais favoriser à ceux qui parlent des conflits, qu'on revienne sur les conflits, mais parler intelligemment, mais ça, on va le voir une autre fois, peut-être ce n'est pas positivement, donc parler positivement, et le toucher, c'est-à-dire encore pouvoir se toucher, pouvoir se caresser. Et effectivement, suite à une infidélité, bon, on disait tantôt 2 couples sur 3 divorcent, il reste un couple sur 3 qui ne divorce pas. Et mon expertise, c'est que la moitié de ces couples-là vont, comme tu le signais tantôt, madame va continuer, ou monsieur va continuer à piquer l'autre. Regarde ce que tu m'as fait. C'est de ta faute ici. Okay? Fait que pendant des années, des décennies parfois, la personne trompée va vouloir se venger. Tu vas payer pour le reste de ta vie. Okay? Mais l'autre moitié un tiers de couples qui ne se séparent pas, moi ce que j'ai pu constater, c'est que devant ce drame-là, devant ce tsunami émotif qui se vit, ils se mettent à se parler comme ça fait très longtemps qu'ils ne se sont pas parlé. Et devant la peur de perdre l'autre, leur désir sexuel réciproque renaît. Et j'ai vu
des couples, suite à une infidélité, redevenir passionnés. Évidemment, la passion ne durera pas pendant des années, là, mais au moins ils se reparlent comme ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas parlé, et ils refont l'amour comme ça fait, d'une façon passionnée, comme ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas fait. Alors pour moi, ces couples-là, c'est les couples avec lesquels on peut le plus facilement aider à rétablir leur équilibre et à renégocier un contrat qui va permettre à chacun de pouvoir continuer dans ce couple. Et en fait, ici, donc ces questions on va revenir sur la question, il faut que la confiance revienne, mais il y a le degré, est-ce que la confiance doit être plus haute, la fidélité plus basse, ou bien la fidélité plus haute, la fidélité plus basse par rapport à la conscience? Je vais te lire une phrase de Robert Neuburger, qui est un grand spécialiste des couples, qui parle de la fidélité et de la confiance. Je vais te la lire, la phrase. Contrairement à la confiance, la fidélité ne peut être un a priori fondateur du couple. Elle ne peut qu'en être la conséquence librement consentie. S'ils choisissaient de structurer leur couple autour de cette notion, donc la fidélité, la confiance en sera nécessairement absente, qui suppose que l'on puisse justement confier à l'autre ses désarrois, ses tentations. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, à ce moment-là, ce que j'entends dans ce qu'il dit, c'est que la fidélité est la conséquence de la confiance. Si j'ai confiance dans mon partenaire, si j'aime mon partenaire, si j'admire mon partenaire, si je le respecte et que je reçois la réciproque, la conséquence va être la fidélité. C'est ça. Et effectivement, le meilleur garde-fou contre l'infidélité, c'est de dire à son partenaire quand est-ce que j'ai été tenté. J'ai une collègue de travail qui m'a fait une proposition, ça arrive. Okay? J'ai une cliente que j'ai tellement trouvée belle qu'à un moment donné, je me demandais, oups, j'ai de la difficulté à être le psy. J'étais, oups, c'est ma bête sexuelle. Okay? D'en parler à ma partenaire. À ce moment-là, ça permet de décharger la charge sexuelle et la charge émotive. Donc, une bonne façon de prévenir l'infidélité, c'est évidemment, il faut que la personne, mon partenaire, soit suffisamment bien centré, pour ne pas se laisser décentrer par le fait que j'ai pu, que ma partie de moi, ma bête sexuelle que j'appelle, qui n'est pas nécessairement négative, qui est attirée par quelqu'un d'autre, si je peux en parler à ce moment-là, et que je suis reçu et non pas jugé, condamné, c'est évident que ça devient une excellente façon de prévenir les infidélités. Ivo, j'ai encore une dernière question à te poser, mais avant de poser la dernière question, est-ce que tu veux revenir sur un aspect du traitement de l'infidélité? Quand tu reçois les patients, qu'est-ce que tu fais en pratique? Est-ce que tu veux ajouter encore quelque chose sur le traitement de l'infidélité? Il faut que la personne qui était trompée, une des dimensions, c'est que j'essaie d'emmener cette personne-là à se rendre compte que finalement, elle est gagnante. Dans le sens que mon partenaire n'a pas choisi de partir avec l'autre. Il a décidé, et surtout si c'est lui qui l'a avoué, parce qu'il voulait redevenir fidèle, c'est que là, non seulement je conserve mon partenaire et je peux continuer d'investir avec lui, même si ça fait mal et même si ça va prendre quelques mois avant de refaire totalement confiance, que je suis finalement gagnant. Mon couple est sauvé. Donc on peut continuer en renégociant un contrat de la façon la plus explicite possible. Mon couple peut continuer de s'épanouir. Et il y a des couples heureux à long terme, dont l'un et ou l'autre a été infidèle au moins une fois dans leur vie. En général, comme Neuberger l'a dit, la fidélité, ou comme moi je comprends dans ce qu'il dit, la fidélité va être la conséquence de la confiance. C'est ça qu'il veut dire. C'est ça la fidélité. C'est ça la fidélité. J'ai foi en moi, okay, et j'ai foi en toi. Et ensemble, on construit quelque chose. Alors j'ai encore la dernière question. Disons, Michel et Micheline sont venus te consulter pour l'infidélité de l'un ou de l'autre. Tu as fait un travail. Le travail est terminé, soit ils se séparent parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à mettre le couple sur de nouvelles bases et que ça va reprendre et puis la confiance ne revient jamais, ou bien ils ont fait, le travail est terminé, la confiance revient. Est-ce que tu leur proposes de leur faire signer un contrat? Je ne leur propose pas de signer un contrat, mais je leur propose de renégocier le contrat d'une façon beaucoup plus explicite et de dire, écoute, si jamais tu as une nouvelle infidélité, moi ce que je comprendrais comme message, c'est que tu veux mettre fin à notre couple. Okay? Et il y a parfois des situations où il vaut mieux, suite à une infidélité, mettre fin au couple. Si par exemple ma partenaire
tout ce qu'elle fait, c'est pour que je puisse reprendre confiance en elle, c'est de redevenir charmeuse, charmante, etc. Puis me dire, et dès que moi j'ai repris confiance, elle redevient infidèle. S'il y a des infidélités à répétition, ce que j'appelle moi des infidèles chroniques, parfois la solution c'est effectivement le divorce. Donc là on peut quitter. Oui. On peut se quitter. Et si, dans une autre situation, si je suis incapable de pardonner l'infidélité de mon partenaire, et que j'ai toujours ça en tête, ben, peut-être vaut mieux se séparer. Mais si je fais ça, puis que j'en arrive à la conclusion que bon, ben, tous les hommes sont pareils, toutes les femmes sont pareilles, je ne pourrais pas faire confiance à qui que ce soit, ben là j'ai un problème. Comment je vais faire pour établir une nouvelle relation fiable, fidèle avec quelqu'un d'autre, si je ne crois pas que l'autre puisse être fidèle? Je me rappelle une femme qui m'avait demandé, mais comment est-ce que je vais comprendre que le travail de Dieu est terminé et que le pardon va arriver? Tu l'as déjà dit. Donc c'était la femme, donc c'était la Micheline qui voyait son Michel, parce qu'elle avait posé des questions, qui voyait son Michel en train de batifoler avec l'Albertine, mais tout en détail. Donc comme tu l'as dit, donc j'ai répondu à la Micheline, c'est quand vous allez dire, vous allez prendre cette patate chaude qui est dans vous et la rendre à Michel, la rendre à Michel en disant c'est ton histoire, c'est ton truc, moi je te rends ça, oui. Et une fois que je t'ai rendu ça, donc c'est mauvais souvenir, je te l'ai rendu, ouf, maintenant je suis libre de ça, je peux te pardonner et je peux après te faire confiance. Je me suis libéré de ce qui m'empoisonnait, qui est souvenir. Ça ne s'oublie pas, mais ça se pardonne. Et comme je le disais tantôt, ça commence par donner à l'autre ce qui appartient à l'autre. Ah, voilà, je pense que c'est le mot de la fin. Hein. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc, on peut encore discuter encore pendant des heures entières, mais je pense qu'on a fait un peu le tour de la question, de voir comment on réagissait, comment on prenait en charge ces gens-là, qui peuvent faire un travail évidemment entre eux-mêmes aussi. Ouais. Mais bon, comme ça va... Si jamais ça vous arrive, dites-vous que vous n'êtes pas les seuls à qui ça arrive et qu'il y a moyen de survivre à l'infidélité et que même si l'infidélité en soi n'est pas thérapeutique, qu'il y a moyen, suite à cette crise-là, ce moment critique, d'améliorer, de thérapeutiser le couple pour que le couple fonctionne à un niveau de fonctionnement supérieur après l'infidélité, après la crise. Et n'oubliez jamais, le couple est un creuset pour générer des crises et c'est la façon dont on les gère, ces crises-là, qui fait qu'on est heureux à long terme ou pas. Donc donnez-vous cette chance-là, donnez-vous encore une chance dans votre couple et si possible, pour continuer encore à vivre ensemble, pardonnez ce qui s'est passé. Si votre partenaire ne veut pas consulter, c'est sûr que ça pourrait devenir une condition pour le divorce, mais même si votre partenaire ne vient pas, allez-y, vous, en consultation. Ça prend, oui, 2 personnes pour former un couple, mais une seule pour le transformer. Alors, si vous êtes la personne qui était victime, entre guillemets, de l'infidélité de votre partenaire, si vous venez et que vous modifiez des choses dans votre façon d'agir ou de réagir à l'autre, vous allez modifier la dynamique conjugale et possiblement rétablir un équilibre qui va faire que votre partenaire va redevenir fidèle et probablement amoureux. Merci pour ces éclaircissements, Yvon. Bienvenue. À la prochaine. À la prochaine, sur un autre sujet. OK.